La Nouvelle-Orléans, Louisiane. David Hart, architecte spécialisé dans la restauration de maisons anciennes, et sa femme Sarah, professeure d'histoire, venaient de recevoir les clés de la maison du 1324 Willow Street, un ancien bâtiment gothique abandonné depuis les années 1980. Quelques heures plus tard, dans le salon du deuxième étage, David retira un morceau de mur écaillé et découvrit une boîte en bois scellée. À l'intérieur se trouvait une mèche de cheveux secs, un peigne en argent cassé et le portrait d'une jeune femme dont les yeux semblaient fixer le spectateur. Soudain, dans la nuit, des coups lents et réguliers se firent entendre sur le mur, terrifiant le couple et révélant un secret terrifiant caché derrière la maison. Avant de plonger dans le vif du sujet, dites-nous d'où vous lisez l'histoire et notez-la sur 10. Merci de votre participation. Commençons. Mars 2005. Une matinée ensoleillée à la Nouvelle-Orléans, le soleil répandait sa lumière dorée sur les toits couverts de mousse, filtrant à travers les cimes des chênes centenaires du Garden District. L'air humide, imprégné d'un léger parfum de boue et d'arômes de jasmin précoce, formait un mélange charmant, caractéristique de cette ville. David et Sarah Hart, un couple de la classe moyenne aux rêves simples, se tenaient devant la vieille demeure du 1324 Willow Street. Un monument architectural néo-gothique avec des balcons en fer forgé finement travaillés, des vitraux projetant des ombres arc-en-ciel sur la porte d'entrée et un jardin délabré envahi par les mauvaises herbes. Un projet ambitieux, mon amour, murmura Sarah en serrant doucement la main de David. Sarah Hart, 32 ans, était professeure d'histoire au lycée. Son regard expressif était toujours attiré par les histoires cachées derrière le plâtre, les héritages du passé. C'est cette passion qui l'a attiré vers ce manoir, un élément marquant de l'histoire de la Nouvelle-Orléans. David Hart, un ingénieur civil de 35 ans à la carrure robuste et au regard pénétrant, le genre de personne qui écoute les craquements du bois et, selon lui, les fissures racontent leur propre histoire aux souris de manière rassurante. L'ambition est notre moteur, n'est-ce pas? Vous verrez, cette maison a un grand potentiel. Dès qu'il pénétra dans la propriété, David sentit un étrange silence envelopper la maison. Ce n'était pas le silence habituel des bâtiments abandonnés, mais un souffle retenu, comme une attente dans l'obscurité. Ils ouvrirent le portail en fer rouillé, dont le grincement résonna dans l'air immobile, comme un salut du passé. À l'intérieur, l'espace était immense et écrasant, recouvert d'une épaisse couche de poussière, de mousse recouvrant les murs et de toiles d'araignée partout. David se dirigea directement vers le salon du deuxième étage, qui aurait été l'atelier de l'ancien propriétaire, le peintre Elastorn. La pièce, avec ses hauts plafonds et ses grandes fenêtres laissant entrer la lumière naturelle, était autrefois un foyer d'idées artistiques. Aujourd'hui, seul un PAM de plâtre fissuré et déformé subsistait sur le mur. De cette fissure, David sentait un courant d'air froid inhabituel, même dans le climat chaud et humide de la Nouvelle-Orléans. Cela a besoin d'une rénovation complète, marmonna David. Sa voix devint plus grave lorsqu'il toucha le plâtre. Il sentit un espace derrière le plâtre, inhabituel pour un mur porteur. Il sortit son couteau-levier spécialisé et commença à soulever un morceau de plâtre plus gros. Des fragments tombèrent au sol, laissant derrière eux une traînée de poussière et une odeur de moisi. Alors que le dernier morceau de plâtre se détachait, un objet dur heurta la lame de la truelle et tomba avec un bruit sec et grinçant. C'était une vieille boîte en bois de la taille d'une brique, scellée avec des clous faits main du début du XXe siècle. David comprit immédiatement qu'elle n'était pas moderne. Il ramassa la boîte et épousseta l'épaisse couche de poussière qui recouvrait sa surface usée. Sarah s'approcha, son regard curieux fixé sur la boîte, reflétant la faible lumière de la fenêtre. « Qu'est-ce que c'est, chérie ?» demanda-t-elle avec excitation et une pointe d'appréhension. David ouvrit doucement le couvercle. Une légère odeur de poussière, de vieux papier et de matière sèche s'en échappa, le faisant froncer les sourcils. À l'intérieur, enveloppée dans de la soie jaunie par le temps, se trouvait une mèche de cheveux secs enroulée autour d'un peigne en argent cassé et le portrait au fusain d'une jeune femme. Les yeux du dessin, grands et noirs, fixaient le spectateur avec une obsession fascinante et étrange. Ce n'étaient pas les yeux d'un modèle inerte, mais ceux d'une âme souffrante et observatrice. Derrière le portrait, une phrase griffonnée à l'encre délavée, presque illisible.
La beauté doit être préservée. Elle ne disparaîtra jamais. Sarah prit le portrait en frissonnant légèrement. Ses yeux ont l'air vivants, ils sont très effrayants. Il sentit un frisson inattendu sur son visage, comme un souffle invisible du passé. David se tourna pour observer le mur vide après avoir retiré le plâtre. Il remarqua une parcelle de briques exactement à l'emplacement de la boîte. Bien que recouverte de mortier, elle semblait dissymétriquement réorganisée, une cicatrice sur la structure architecturale. Au crépuscule, David et Sarah quittèrent le manoir, emportant avec eux la boîte et le portrait, ainsi que des questions sans réponse. Ils décidèrent de passer la première nuit dans un appartement voisin pour se reposer, mais la paix ne vint jamais. Cette nuit-là, un son étrange et sec résonna dans le manoir. David se réveilla en sursaut. Il retint son souffle, les yeux rivés sur l'obscurité. Les coups continuaient, constants, lancinants. Ce n'était pas le craquement habituel du bois ni le bruit des souris, ils avaient un but terrifiant. Sarah était également réveillée. Sa main tremblante serrait la sienne. « Tu l'entends » Depuis ce manoir. David alluma la veilleuse, faible et faible. Ils fixèrent tous deux l'espace sombre derrière la fenêtre, où le manoir se dressait imposant dans l'obscurité. Les coups continuèrent, comme une supplication ou un avertissement. Ni David ni Sarah ne parvenaient à dormir. Cette percussion obsédante résonnait dans leur tête, se mêlant à l'image des yeux vifs du portrait et à cette phrase glaçante, « Elle ne partira jamais ». À l'aube, alors que la lumière filtrait à travers les rideaux, David entra aussitôt dans le salon. La pièce était encore étrangement silencieuse. L'ouverture du mur révélait un trou sombre et vide, un œil sans vie scrutant le passé. Il examina de nouveau le mur, tâtant du doigt. Les coups de la nuit avaient cessé, mais un sentiment de malaise persistait, flottant dans l'air. « J'y regarderai de plus près plus tard, » dit-il à Sarah, l'air pensif. Il y a un grand trou derrière, et ce courant d'air froid n'est pas naturel, on dirait un ancien système de ventilation à l'intérieur. David prit son stéthoscope de maçon, l'appuya contre le mur et écouta attentivement. Il n'entendait que l'écho du vide, rien d'autre que les battements puissants de son cœur. Sarah, profondément attirée par le portrait et cette phrase étrange, ne pouvait plus attendre. Elle savait qu'elle devait faire des recherches sur l'ancien propriétaire de la maison. Elle décida de se mettre au travail immédiatement. Elle se rendit à la bibliothèque publique de la Nouvelle-Orléans, un lieu rempli de vieux documents, et commença à chercher des informations sur Elias Thorne, le peintre et ancien propriétaire de la maison du 1324 Willow Street. Les archives d'Elias Thorne n'étaient pas exhaustives, mais elles regorgeaient de détails étranges. Né en 1920, Thorne était un peintre talentueux, connu pour son excentricité, qui menait une vie recluse et apparaissait rarement en public. De vieux articles de journaux le décrivaient comme un génie solitaire, obsédé par la beauté et l'éternité. Sarah retrouva la critique d'art traditionnelle. Thorne avait atteint l'apogée de sa carrière dans les années 1960 avec ses peintures surréalistes et colorées, fréquemment exposées dans des galeries en France et à New York. Cependant, son style changea radicalement à partir du milieu des années 1970, ses œuvres devinrent plus sombres, plus inquiétantes, avec des tons froids et des images déformées. Le premier indice concernant Lillian, Lily, Dubois est apparu dans un petit article de presse de juillet 1970, enfoui dans la rubrique des informations locales. Il mentionnait la disparition soudaine du jeune mannequin de Thorne, sans aucun signe de violence, la police l'a enregistré comme une disparition volontaire. Mais une biographie non officielle de Thorne, retrouvée dans les archives spéciales de la bibliothèque, contenait un détail effrayant, une lettre de Lily à une amie, exprimant sa crainte que Thorne soit trop autoritaire et terrifiant, obsédé par la beauté jusqu'à la folie. Elle concluait, « Il ne me laissera pas partir ». Les œuvres ultérieures de Thorne, visibles dans d'anciens catalogues d'exposition, représentaient des lys, le symbole du lys, enchaînés et fanés dans des cages de verre, des yeux suppliants émergeaient de natures mortes inanimées, et des silhouettes floues de filles étaient confinées dans des structures semblables à des cryptes, reconnaissables uniquement après une observation attentive. Sarah a découvert des notes encore plus effrayantes dans un vieux dossier sur les orphelinats fermés. À partir de 1980,
Thorne avait adopté 3 orphelines de la Louisiane rurale, Alice, 9 ans, Bethany, 8 ans, et Catherine, 9 ans. Les documents affirmaient qu'elle leur offrirait une vie meilleure, en les élevant pour qu'elles deviennent des femmes instruites et dignes. À peine 2 ans plus tard, entre 1982 et 1983, Alice, Bethany et Catherine ont également disparu sans laisser de traces. Les rapports de police ont conclu, comme dans le cas de Lily, qu'elles avaient fugué ou déménagé chez des parents éloignés, sans preuve tangible. Sarah sentit un frisson lui parcourir le dos, l'horreur grandissant dans son esprit. 4 femmes disparues dont 3 enfants toutes liées à Elias Thorne et à sa maison. Ce ne pouvait être une coïncidence. Elle photographia tous les documents avec son téléphone et se dépêcha de rentrer chez elle. En entrant, elle trouva David assis par terre dans le salon, manipulant un petit marteau, le regard fixé sur le pan de mur détaché. Il ne l'entendit pas entrer. « Tu as trouvé quelque chose, chérie ?» demanda Sarah d'une voix légèrement tremblante, essayant de garder son calme. David posa son marteau et la regarda, les yeux remplis de pensées. « Il y a une grande cavité derrière ce mur, plus profonde que je ne l'imaginais, dit-il, et ce courant d'air froid n'est pas naturel. On dirait un vieux système de ventilation encore fonctionnel. Je pense qu'il est relié à un espace plus vaste. » Il frappa 3 fois au mur, le son était sec et creux. « Et, Sarah, ajouta-t-il doucement, ces coups se répètent sans cesse et de manière significative. Je ne pense pas que ce soit la vieille maison qui en soit la cause. C'est un signe. » Sarah lui tendit les documents et lui raconta tout ce qu'elle avait découvert. Ils échangèrent un regard empreint de peur et de détermination. La pièce semblait plongée dans une atmosphère pesante, comme si le fracas de la nuit précédente était encore présent. David posa sa main sur le mur froid, sentant le léger rythme des tapotements que lui seul percevait clairement. Il regarda Sarah avec détermination. « Il faut ouvrir ce mur tout de suite. Je ne peux plus l'ignorer. » D'un pas assuré, il prépara ses outils, un ciseau, un marteau léger et une lampe torche spécialisée. Son objectif était de percer le secret caché sans endommager la structure. Ils commencèrent par la section de mur inhabituellement renforcée, juste derrière l'endroit où la boîte en bois avait été découverte. David enleva soigneusement couche après couche de mortier et de briques, suivant les traces disparates de ciment neuf et ancien. La sueur perlait sur son front, mais il ne s'arrêta pas. Sarah se tenait à côté d'elle, inquiète, mais sans détourner le regard, la serrant dans sa main. Après près d'1 heure de travail intense, un espace sombre, d'un noir d'encre, apparut peu à peu. Aussitôt, une odeur nauséabonde de décomposition organique se répandit dans l'air. Sarah vomit violemment et dut courir dehors, toussant sans arrêt. David grimaça lui aussi, se couvrant le nez d'un morceau de tissu poussiéreux. Son estomac se noua. Il alluma sa lampe torche et la braqua à l'intérieur. La lumière perça le rideau de poussière, révélant lentement ce qui se cachait à l'intérieur. David retint presque son souffle. Dans cet espace étroit et sombre se trouvaient 3 petites silhouettes, déjà les squelettes de 3 fillettes, âgées d'environ 8 à 10 ans. Ils étaient blottis les uns contre les autres, entassés les uns sur les autres, leurs vêtements pourris, presque seuls des fibres s'accrochant aux os. Autour d'eux se trouvaient quelques vieux jouets, une poupée de chiffon déchirée, un cube en bois délavé. Le cœur de David battait fort. Il braqua sa lampe de poche en tremblant vers un squelette. Dans sa petite main, déjà blanche comme un os, il tenait un morceau de tissu brodé d'un lys délavé qui semblait très vieux, presque désintégré. C'était identique aux images obsédantes des tableaux de Thorne que Sarah avait découvertes. « Mon Dieu !» murmura David d'une voix étranglée. Il se tourna vers Sarah, appuyé contre l'encadrement de la porte, pâle, les yeux toujours fixés sur cette scène terrifiante. « Sarah, je les ai trouvés. Alice, Bethany, Catherine DOTD. » La police fut immédiatement appelée. La demeure du Garden District devint rapidement une scène de crime. Détectives, experts médico-légaux, puis les médias affluèrent sur les lieux. L'affaire de L, artiste de l'esprit, et de la crypte en plâtre fit immédiatement la une des journaux, bouleversant la Nouvelle-Orléans et le pays tout entier.
L'image du vieux manoir, autrefois symbole de luxe, devint l'emblème d'un crime atroce. Au milieu de ce chaos, les 3 coups frappés au mur continuèrent, plus clairs et plus pressants encore après l'ouverture de la première issue. Un jeune enquêteur, l'inspecteur Miller, chargé de l'affaire, les entendit également et fixa le mur avec une expression d'incrédulité mêlée de peur. « Qu'est-ce que c'est ? Serait-ce un fantôme » murmura-t-il, mi-plaisantant, mi-sérieux. David et Sarah se regardèrent, la peur mêlée à un étrange pressentiment. Cette question obsédante revenait sans cesse dans leur esprit, si les filles étaient mortes, qui les frappait ? À ce moment-là, le détective Miller reçut un appel d'urgence. Son expression passa soudain de la confusion à l'horreur absolue. « C'est impossible » murmura-t-il. « La datation des squelettes vient de nous parvenir avec des résultats préliminaires. » Son visage pâlit, comme si elle avait vu un fantôme. Elle fixa David, les yeux emplis d'incrédulité et d'horreur. Son téléphone était toujours collé à son oreille, mais les mots à l'autre bout du fil semblaient avoir figé toutes ses pensées. David et Sarah ressentirent un nœud. Un silence pesant enveloppa le salon, l'atmosphère tendue comme une corde de violon. Seul le cliquetis continu des caméras de police scientifique résonnait derrière eux. Ils attendaient avec anxiété, l'inquiétude s'infiltrant dans chaque fibre de leur être. Selon la datation initiale au carbone 14, ces squelettes datent approximativement des années 1920 et 1930, a déclaré Miller, à peine capable de croire ce qu'il disait. Il laissa tomber le téléphone, regardant David et Sarah avec des yeux désespérés. C'est-à-dire bien avant qu'Elias Thorne n'achète cette maison, il y a plus de 30 ans. L'air dans la pièce se figea. David et Sarah se regardèrent, l'étonnement lisant leurs yeux. Toutes leurs suppositions sur Alice, Bethany et Catherine s'effondrèrent, se brisant comme du verre. Un frisson leur parcourut l'échine, non pas à cause de la température, mais à cause de l'horrible vérité qui venait d'être révélée. « Alors, qui sont-ils » demanda faiblement Sarah, sentant comme si un poids invisible pesait sur sa poitrine. « On ne sait pas » répondit Miller en secouant la tête, impuissant, et en se frottant le front pour assimiler l'information. Les archives municipales ne recensent aucun cas de disparition d'enfants dans ce secteur à cette époque. Il semble qu'il s'agisse des victimes d'un crime ou d'une tragédie cachée, remontant à une époque très ancienne de l'histoire de la maison. Sarah, professeure d'histoire, commença à réviser ses connaissances. La Nouvelle-Orléans des années 1920 et 1930 était en pleine Grande Dépression, de nombreuses familles pauvres, des enfants sans abri erraient partout. De nombreuses personnes disparaissaient sans laisser de traces. Elle s'est demandé, ces squelettes pourraient-ils faire partie d'une tragédie sociale oubliée? Tandis que Miller continuait de contacter l'équipe médico-légale pour obtenir plus d'informations sur les squelettes, Sarah se tourna vers le morceau de tissu brodé d'Ulysse. Les experts en textile avaient confirmé qu'il s'agissait d'un type de tissu et d'une technique de broderie courant dans les années 1960 et 1970, période à laquelle Thorne commença à dessiner le lys. Sarah émit immédiatement une nouvelle hypothèse et dit à David d'une voix basse mais certaine. Elias Thorne a peut-être découvert ces squelettes lorsqu'il a commencé à rénover la maison vers 1960. Cette obsession, combinée à la disparition de Lily, l'a poussé à croire que la beauté devait être préservée par l'enfermement. Il a pris le morceau de tissu brodé de Lily et l'a placé là pour exprimer son obsession pour les âmes mortes depuis longtemps. Il imagina Thorne avec son esprit malade touchant ces petits squelettes, et une idée folle lui vint à l'esprit. Une théorie intéressante, Madame Hart, explique votre obsession. Mais qu'en est-il des tapotements? Si ces filles sont mortes il y a des décennies et que Thorne est mort en 1985, qui fait les tapotements? Elle regarda David, le regard encore un peu sceptique. Cette question résonna à nouveau dans l'air, et juste à ce moment-là, un « toc, toc » clair retentit. Le tapotement résonna à nouveau, persistant, provenant des profondeurs du mur du salon, là où le premier espace secret avait été découvert. Ce n'était pas un écho, mais un nouveau rythme obsédant. L'inspecteur Miller tressaillit, son visage pâlit, ses yeux rivés sur le mur, et ses lèvres remuèrent silencieusement. David et Sarah échangèrent un regard, la peur mêlée à une étrange prémonition, une irrésistible urgence.
Ce tapotement était un défi, une énigme qu'il devait déchiffrer. Ce n'est pas un fantôme, dit David doucement, avec plus de certitude qu'il n'en ressentait. C'est un signe. Quelqu'un essaie de communiquer, et je ne pense pas qu'il soit là où on l'a trouvé. Il se souvenait du courant d'air froid constant et de la sensation d'un système de ventilation souterrain qu'il avait remarqué. David fixa le mur, ses yeux brillèrent d'un éclair de compréhension, comme s'il venait d'apercevoir un plan caché dans l'air. Son visage se crispa, témoignant d'une intense concentration. « Sarah, te souviens-tu de ces étranges dessins de Thorne que tu as trouvés » demanda-t-il. « Ceux des conduits d'aération et des compartiments hermétiques. » Il sortit son téléphone, fouilla dans ses dossiers et vit le croquis complexe de Thorne apparaître sur l'écran, plein de symboles et de lignes difficiles à comprendre. « Je pense que nous avons négligé un détail crucial. Ces coups ne viennent pas d'ici, mais d'ailleurs, dit David avec assurance. L'inspecteur Miller restait sceptique, mais l'assurance de David le poussa à prêter attention. Sarah se souvint alors des croquis de Thorne, retrouvés à la bibliothèque parmi ses papiers personnels, des schémas de conduits d'aération, de compartiments étanches et de filtres qui ne figuraient sur aucun plan officiel de la maison. Thorne avait construit un système secret bien plus complexe que celui d'une maison normale. Sur l'un des dessins était inscrit « La beauté doit être purifiée dans l'obscurité, respirant par les conduits de l'éternité. » Avec ces dessins en main, David entreprit une nouvelle recherche dans le salon. Il croyait que ces tapotements étaient un signe de vie provenant d'un espace plus secret. Patiemment, il longea les murs, tapotant doucement, écoutant chaque écho, vérifiant chaque vieux conduit et chaque canalisation d'eau abandonnée. Il se concentra sur les zones au courant d'air froid inhabituel, c'était peut-être là que Thorne avait installé son système d'échange d'air. « Soyez prudent et prévenez-moi si vous trouvez du nouveau, » ordonna Miller, les yeux baissés. « Je vais retourner au commissariat pour voir si je peux trouver d'autres documents. » C'est vraiment effrayant. David et Sarah retournèrent dans la pièce et examinèrent attentivement chaque dessin et la carte complexe. 10 jours passèrent jusqu'à ce qu'un après-midi, alors qu'il inspectait une grille dissimulée derrière une étagère encombrée de toiles d'araignée, David remarqua un courant d'air beaucoup plus fort et une légère odeur de vieux métal. Il utilisa sa lampe de poche pour éclairer l'intérieur et y installa une caméra endoscopique, un outil de construction courant pour inspecter les tuyaux et les trous. L'écran de son téléphone afficha d'abord une image floue, puis s'éclaircit. David retint son souffle, il vit une chambre spacieuse et hermétique, et non un simple conduit. Il y avait des signes de vie, un vieux bol, un morceau de tissu froissé, de petites taches d'eau. Puis il vit quelque chose bouger, une ombre faible, une main fine et osseuse. Toc, toc, toc. Les coups se firent plus forts et plus désespérés, comme s'ils provenaient directement de cette pièce. Ce n'était plus un murmure, mais un appel à l'aide glaciale. « Sarah !» « Viens vite !» cria David d'une voix rauque, incapable de quitter l'écran des yeux. « Il y a quelqu'un à l'intérieur. » Sarah courut, regarda l'écran et pâlit, se couvrant la bouche avec sa main, les yeux écarquillés. « C'est une caméra et il y a quelqu'un à l'intérieur », réussit-il à dire d'une voix tremblante. Fort d'un pressentiment, David décida de briser le dernier verrou de la grille. Il utilisa un outil spécialisé pour retirer les couches de briques et de métal qui la scellaient. Une odeur de moisi et de corps humain s'en échappa, rendant l'air épais et difficile à respirer. Lorsque la dernière plaque de métal tomba, un espace sombre et noir d'encre apparut. La faible lumière de la lanterne éclairait l'intérieur, 3 silhouettes, recroquevillées et émaciées, se dévoilaient. Immobile, elles fixaient la lumière, les yeux éteints et presque aveuglés par le manque de lumière. Leurs cheveux étaient longs, emmêlés et sales, et leurs vêtements en lambeaux se fondaient dans l'obscurité. C'étaient des femmes d'une trentaine d'années, gravement amaigries et déshydratées. On aurait dit des fantômes tout droit sortis de l'enfer. David pouvait à peine respirer. Ce n'étaient pas des squelettes, c'était la vie, 3 âmes piégées, attendant dans l'obscurité depuis plus de 2 décennies. Sarah fondit en larmes, les larmes coulant à flots. « Mon Dieu, ils sont vivants » murmura-t-il, le regard plongé dans l'obscurité. David tendit une main tremblante, mais n'osa pas la toucher.
Ils savaient qu'ils avaient subi des horreurs inimaginables. L'une des femmes, la plus faible, avec de légères cicatrices au poignet, tenta de bouger. D'un doigt tremblant, elle griffonna un dessin sur le sol, un feu et un homme qui s'enfuyait. Ses yeux sans vie fixaient David, comme un dernier avertissement. David regarda le dessin, puis Sarah. Une terrible vérité lui apparut. Thorn n'est pas mort, murmura-t-il, la voix étranglée par la surprise. Puis un léger clic retentit dans l'escalier. Une longue ombre se dessina sur le parquet, la porte d'entrée du manoir, verrouillée par eux, s'ouvrait lentement, formant une fente sombre comme des yeux qui observaient en silence. David et Sarah retinrent leur souffle. Quelqu'un savait qu'ils étaient là. L'instinct de survie s'empara d'eux. David tira Sarah en arrière, sa main se précipitant pour saisir le levier le plus proche et le serrant fermement. Les trois femmes, piégées au sous-sol, continuaient de fixer la lumière. Leurs yeux, sans vie mais emplis de terreur, avaient senti la présence de leur ravisseur. Par l'entrebâillement de la porte, deux vieux yeux froids filèrent comme un éclair dans l'obscurité. C'était le regard d'un prédateur. La lumière de la lampe de poche de David se reflétait sur le chapeau à large bord que portait l'homme. Une image obsédante du dessin d'Alice. L'homme, le chapeau. Le dessin d'Alice apparut soudain dans l'esprit de David. Une confirmation glaçante, pas un mot, pas un bruit. La porte se referma lentement, ramenant l'espace à un silence inquiétant. Seuls les battements rapides des cœurs de David et Sarah subsistaient dans l'atmosphère pesante. L'homme était soit parti, soit aux aguets, observant leurs moindres faits et gestes. David courut rapidement vers la porte d'entrée. Elle était verrouillée de l'extérieur. Il les avait enfermés chez eux. David grogna, le visage tendu. « Appelle la police immédiatement », pressa Sarah d'une voix pressante. Tout en parlant, il noua un morceau de tissu autour de la poignée du levier, se préparant à l'affrontement. Les trois femmes au sous-sol commencèrent à reculer, de faibles gémissements s'échappant de leurs gorges sèches. L'odeur inquiétante, celle de leur ravisseur, les avait terrifiées. L'appel de Sarah à la police fut affolé, entrecoupé de sanglots. Le lieutenant Miller, encore sous le choc de l'affaire du squelette, apprit la nouvelle et son expression changea aussitôt. Il déploya l'équipe du SWAT au manoir. Lorsqu'ils arrivèrent et forcèrent la porte, David avait déjà fouillé minutieusement chaque recoin, mais n'avait trouvé personne. L'homme avait disparu comme un fantôme, sans laisser de traces. « Ce doit être Elias Thorn », dit David à Miller, le souffle encore court. Alice l'a dessiné. Il est vivant et il est revenu vérifier son travail. Les trois femmes furent secourues et immédiatement emmenées à l'hôpital. Les médecins et les infirmières travaillèrent sans relâche. Leurs identités ont été confirmées grâce à des empreintes digitales et à de vieux registres d'orphelinat. Alice, 30 ans, Bethan, 29 ans, Catherine, 30 ans. Leur état était extrêmement grave, épuisement physique, déshydratation, malnutrition, atrophie musculaire sévère et, en particulier, de graves dommages aux cordes vocales dus à une inutilisation prolongée. Alice, celle qui affichait les interactions les plus claires, ne pouvait parfois émettre que des sons rauques et des dessins vagues, mais ces dessins avaient une signification importante. Miller ouvrit immédiatement le dossier sur la mort d'Elias Thorn en 1985. Ils découvrirent plusieurs anomalies jusqu'alors négligées, un rapport d'incendie superficiel, des résultats d'identification dentaire incomplets et le témoignage vague et peu fiable du seul témoin, un voisin âgé et désorienté. Thorn avait simulé sa mort, un plan ingénieux pour échapper à toute poursuite, vivant reclus pendant 20 ans, tandis que son œuvre demeurait secrète. La chasse à l'homme pour retrouver Elias Thorn commença officiellement avec le soutien du FBI. La ville entière de la Nouvelle-Orléans fut bouleversée, non seulement par l'horrible secret du manoir, mais aussi par le fait que le coupable soit resté en vie et libre pendant 2 décennies. David et Sarah, de simples acheteurs, sont devenus les témoins les plus importants de l'une des affaires les plus étranges de l'histoire de la ville. Alors qu'Alice était soignée, une infirmière a découvert un petit tatouage discret sur son poignet, sous une vieille cicatrice. Un étrange symbole, comme un chiffre romain stylisé. David,
Je crois avoir déjà vu ce symbole quelque part, s'exclama l'inspecteur Miller, les yeux rivés sur la photo du tatouage. C'était un symbole étrange, presque un emblème ancien. La police examina Bethan et Catherine, elles aussi portaient des symboles similaires, de formes légèrement différentes, mais faisant clairement partie du même système. Ils ne ressemblaient pas à des tatouages classiques, mais plutôt à des gravures à l'acide, gravées il y a longtemps, profondément incrustées dans la peau. « Où l'as-tu vu » demanda Sarah avec impatience, percevant un indice crucial. Miller réfléchit en se grattant le menton. Dans certaines notes personnelles de Thorne que nous avons récupérées dans son atelier après l'incendie de 1985, je me souviens vaguement de symboles comme ceux-là. Il les utilisait pour marquer ses œuvres ou ses idées tordues. Aussitôt, David, Sarah et Miller retournèrent au manoir du 1324 Willow Street. Bien qu'il fût hermétiquement fermé, ils furent autorisés à y entrer en qualité de témoins experts et de consultants. Fort de son expérience en restauration architecturale, David entreprit d'inspecter minutieusement le salon, en particulier les murs et le sol où Thorne avait travaillé, à la recherche d'anomalies passées inaperçues. Sarah fouilla dans les carnets de croquis et les brouillons recueillis par la police, mais non analysés en profondeur, à la recherche de détails. Puis ils trouvèrent la réponse, dans un vieux carnet coincé sous une pile de planches pourries que David avait retiré, ils découvrirent une page spécialement marquée. La page contenait une série de symboles similaires aux tatouages sur les poignets des filles, accompagnés des notes manuscrites de Thorne. David les lui montra, un symbole à la fois. « Voici Alice », dit-il en désignant le premier symbole. Note, spécimen A, le plus pur, elle a atteint le seuil de purification, prête pour l'étape suivante. Voici Bethan, poursuivit-il en désignant le deuxième symbole. Remarque, spécimen B, nécessite plus de temps, faible résistance, mais a encore du potentiel. Et le dernier symbole, ceci est Ctérine, accompagné de la phrase, simple C terminé. Âge défini. Sarah halta. Sa voix tremblait. Des exemplaires, les considérait-elle comme des œuvres d'art ou des expériences malsaines? David hocha la tête, le visage crispé par l'indignation. Exactement. Et puis ils ont pointé du doigt un autre symbole, semblable au chiffre romain 4, mais dessiné avec beaucoup de détails, accompagné de la phrase « Exemplaire 4, lieu de repos final des œuvres imparfaites ». Période, année 1930. David regarda Miller. Ce sont les premiers squelettes que nous avons trouvés. Thorne les a trouvés, est devenu obsédé par eux et les a intégrés à son système malsain. Non seulement il les a emprisonnés, mais il les a stigmatisés comme des collectionneurs fous. Miller a photographié les notes avec son téléphone. C'est la preuve directe que Thorne a non seulement kidnappé les filles, mais aussi les a transformées en objets d'expérimentation. Ces symboles font partie de son système malsain. Le visage de Miller était empreint de détermination. Outre ces symboles et ces notes, il y avait un schéma détaillé du sous-sol avec des flèches indiquant différents points de la maison. Un petit détail important caché dans le coin inférieur de la page, un symbole de délire stylisé, accompagné de la lettre L et d'une flèche pointant vers l'arrière-cour, près d'un puits abandonné. « Lily » murmura Sarah, les yeux écarquillés par le choc. Il l'a caché là. Que lui a-t-il fait? David se souvint aussitôt du courant d'air froid inhabituel provenant du puits qu'il avait ressenti dès ses premiers jours dans cette maison. Miller, Sarah et lui coururent jusqu'au vieux puits. C'était un puits en pierre sèche, envahi par les mauvaises herbes. David utilisa son matériel d'inspection, une caméra endoscopique et une puissante lampe de poche. Il découvrit un petit trou d'aération près de l'entrée du puits, soigneusement dissimulé par une dalle de pierre parfaitement camouflée, et de là, un mince conduit d'aération s'enfonçant profondément dans le sol, exactement comme il l'avait dessiné. « Il y a une autre caméra ici », déclara David fermement. Une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. « Et je crois qu'on est sur le point de trouver une autre victime. » Alors que David et Miller tentaient d'ouvrir la dalle de pierre masquant l'entrée, un grincement retentit. En dessous s'étendait un espace sombre et froid, d'où flottait une légère odeur de lisse, mêlée à celle de la décomposition et une odeur écœurante de putréfaction préservée. Miller se tourna vers David,
les yeux écarquillés d'horreur, la main portée à son nez. Cette odeur n'est pas celle des fleurs fraîches, c'est l'odeur d'un cadavre embaumé. Sans hésitation, l'équipe médico-légale et la police furent dépêchés sur place en quelques minutes. David, avec eux, élargit soigneusement l'entrée du puits, soulevant une à une de lourdes dalles de pierre. En dessous, il n'y avait pas d'eau, mais un petit tunnel menant à une chambre souterraine construite en pierre froide et humide, une structure étonnamment solide et secrète. À l'intérieur de la chambre, la lumière de la lanterne éclairait une scène étrange, stupéfiant tous les assistants, un cercueil solennellement posé sur un piédestal de pierre, entouré de vases de lys séchés, brunis mais encore formés. À l'intérieur se trouvait le corps horriblement préservé d'une jeune femme. Son visage gardait des traits délicats, mais sa peau était sèche et ratatinée comme celle d'une momie. Elle était vêtue d'une robe blanc jaunâtre, ancienne mais intacte. « Lily » murmura Sarah, les larmes aux yeux. « C'est elle. » C'était Lilian Dubois, le modèle et l'amour de Thorne, qui avait disparu 35 ans plus tôt. Thorne ne l'avait pas tuée, il l'avait embaumée et cachée dans un mausolée personnel pour préserver sa beauté éternellement, littéralement, comme le dit la phrase obsédante sur le portrait. Preuve manifeste et terrifiante de sa folie et de son obsession. Un petit journal a été retrouvé à l'intérieur du cercueil, écrit à la main par Thorne, à l'encre décolorée mais toujours lisible. Lily ne partira jamais, elle sera toujours mon lys, pure et immortelle. Ma plus belle œuvre. Fort de ces preuves irréfutables, la recherche d'Elias Thorne devint la priorité absolue de toute la police de la Nouvelle-Orléans et du FBI. Un mandat d'arrêt national fut émis, assorti d'un avertissement concernant sa dangerosité et ses troubles mentaux. La police commença à fouiller tous les lieux potentiellement liés à Thorne, ancienne galerie, adresse de location qu'il avait utilisée, et même ses maigres relevés financiers à la recherche de toute trace. Sarah, poussée par une indignation extrême et un désir de justice pour les victimes, continua de fouiller dans les œuvres récentes de Thorne et les notes saisies par la police. Elle découvrit une série de peintures incomplètes, anonymes, aux détails minuscules, presque imperceptibles, qui reprenaient les lignes architecturales d'une autre maison ou une maison plus simple, en zone rurale. Cela ne ressemblait pas à une grande œuvre d'art, mais plutôt à une cachette. Un petit croquis au coin déchiré semblait être la carte d'une petite zone, avec un point marqué du symbole de Thorne et de la phrase « Le dernier refuge de la pureté », où la fleur s'épanouit éternellement. David, avec son œil d'architecte, reconnut ces détails. Lui et Sarah utilisèrent de vieilles cartes de la Louisiane, comparant les détails topographiques, rivières, forêts et sentiers méconnus. Ils désignèrent une petite ville isolée sur les rives du Mississippi, à plusieurs heures de la Nouvelle-Orléans, où Thorne avait hérité d'une propriété d'un parent éloigné. Ça s'appelle Willow Creek, dit David en désignant la carte, le regard empli de détermination. C'est là qu'il a simulé sa mort et s'est caché, vivant reclus, observant peut-être encore, toujours hanté par ses œuvres et d'autres fleurs. La police, sous la direction de Miller, rassembla une équipe d'élite des forces spéciales et se dirigea vers Willow Creek, la demeure d'Elias Thorne, l'homme qui avait échappé à la justice pendant 20 ans. Des hélicoptères commencèrent à survoler le ciel et des sirènes brisèrent le silence nocturne. Tandis que l'équipe du SWAT encerclait la maison abandonnée et délabrée, une lampe torche brillait à la fenêtre du 2e étage, clignotant comme un œil vigilant. « Je t'attendais » résonna une vieille voix rauque à l'intérieur, avec un calme étrange, presque comme un accueil. L'équipe avança. Thorne ne résista pas, il ouvrit la porte et sortit avec un sourire calme, presque patient, une étrange acceptation. Il était vieux, décharné, avec des cheveux blancs et des yeux enfoncés, mais son regard brillait encore d'obsession, comme les dernières étincelles d'une flamme mourante. Il portait un chapeau à large bord, tout comme le dessin d'Alice, le chapeau qu'il avait caché du monde pendant 2 décennies. « Bienvenue dans mon refuge », dit Thorne d'une voix monocorde. « Mon travail est peut-être terminé. » Il a été arrêté sans un seul coup de feu ni une seule objection. Dans la salle d'interrogatoire du commissariat de Willow Creek, baigné d'une lumière froide et jaune, David fut autorisé à participer en tant qu'expert. Assis en silence face à Thorne, il observa Elias sans remords ni culpabilité, ses yeux semblaient fixer un autre monde à travers le mur. « Nous avons retrouvé Alice »,
Bethan et Catherine, dit David à voix basse. Elles sont vivantes. Thorne sourit, ses yeux vagues comme s'il regardait un tableau lointain, un beau souvenir. Oh, ils ont donc été libérés. Je les ai très bien protégés pendant ces 20 années. Leur pureté n'a pas été contaminée par le monde extérieur. Il en parlait comme d'œuvres d'art inanimées. Mon système a parfaitement fonctionné. J'ai préservé leur beauté pour qu'elle ne s'efface jamais. David a placé le portrait de Lily et l'image du cercueil en verre sur la table. Et Lily a été retrouvée aussi. Elle n'est pas l'œuvre de Thorne, c'est un être humain. Thorne caressa doucement le portrait avec un doigt desséché. Ah, ma Lily, le premier lys. Elle ne comprenait pas. Elle voulait partir, mais la beauté doit être préservée pour toujours. Je lui ai donné l'éternité. Sa voix était pleine de tendresse, un amour déformé et maladif qui avait franchi la ligne de la folie. Miller lui tendit un dossier de vieux dossiers et le plaça devant Thorne. Nous avons retrouvé des notes sur votre enfance, Elias, vos dessins d'enfance. Vous dessiniez toujours des enfants enfermés dans des cages, des fleurs captives. Comment votre famille vous traitait-elle? Elias Thorne regarda le dossier et ses yeux devinrent plus froids. Famille. Il ne comprenait pas la beauté, il ne voyait que la saleté. Ma mère disait que j'étais un enfant contaminé, une âme pourrie, parce que j'aimais dessiner ce qu'elle appelait des monstruosités. Elle m'enfermait dans la cave obscure quand je désobéissais, prétextant que c'était pour purifier mon âme. La voix de Thorne baissa, comme un murmure douloureux du passé. C'est là que j'ai appris que la vraie beauté doit être protégée de la laideur du monde. Puis il y a eu la mort de ma sœur Evely, quand j'avais 12 ans, poursuivit Miller d'un ton mesuré. Elle est morte de maladie, mais tu as dit qu'elle était souillée et qu'il fallait préserver sa beauté finale. Thorne hocha la tête. Evely était très belle, mais la maladie la détruisait. Je voulais m'accrocher à ce moment. Je la dessinais tous les jours jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. J'aurais aimé pouvoir la préserver pour toujours. Ce fut sa première perte, sa première obsession pour la préservation. Et puis Lilian? Dit David en regardant Thorne droit dans les yeux. Elle voulait juste t'échapper. Tu as transformé sa peur en prison. Thorne eut un léger sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Elle ne partira jamais. J'ai trouvé ces anges sur le mur de la première maison. Ils étaient morts depuis longtemps, mais intacts. C'était une merveilleuse inspiration, l'immortalité. J'ai décidé que la beauté ne devait pas être enterrée, elle devait être préservée. Et ses filles, Alice, Bethany, Catherine étaient mes œuvres vivantes. Thorne raconta en détail, froidement et sans émotion, comment elle avait orchestré l'incendie de 1985, elle utilisa un corps non identifié qu'elle avait mis en scène pour simuler sa mort, puis déplaça secrètement les 3 filles du sous-sol de la Nouvelle-Orléans au nouveau sous-sol de Willow Creek, où elle avait tout arrangé avec plus de soin. Il installa un système automatique d'approvisionnement en nourriture liquide et en air, ne leur rendant visite qu'occasionnellement pour vérifier et observer l'avancement des travaux. Il les considérait comme des fleurs dans une serre exclusive, n'ayant aucun droit de faner ou de disparaître. Ce coup, qu'est-ce que c'était? Demanda David, essayant de comprendre cette motivation malsaine. Ah, les tapotements. Thorne eut un léger sourire terrifiant. C'était leur façon de parler. Au début, c'était des cris, je n'aimais pas le bruit. Puis je leur ai appris un nouveau langage, 3 tapotements pour signaler un besoin ou simplement pour me chuchoter. Je voulais qu'ils puissent continuer à communiquer avec leur artiste. Il parlait de son contrôle total avec obsession, tel un maître. Thorne ne manifestait aucun remords. Il se croyait le sauveur de la beauté, un artiste qui avait accordé l'immortalité à ceux que la société avait oubliés, à ceux qu'il avait purifiés de la décadence. Ce n'était pas un tueur en série, c'était un conservateur malade, déformé par une enfance obsessionnelle et la perte. L'interrogatoire prit fin. Elias Thorne fut emmené. David et Sarah quittèrent le commissariat avec un soupir de soulagement, mais le cœur lourd. Après cet interrogatoire bouleversant, Thorne fut transféré dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité, où il put continuer à vivre avec ses délires morbides,
se considérant comme un artiste ayant atteint le plus haut niveau de préservation de la beauté, séparé à jamais du monde qu'il avait tenté de déformer. Le corps de Lilian Dubos, Lily, première amante et obsession fatale de Thorne, a été ramené dans sa ville natale et enterré selon les rites appropriés aux côtés de sa famille après des décennies de confinement dans le tombeau de cristal. Son histoire est devenue un douloureux avertissement sur l'obsession, le contrôle toxique et les tragédies qu'elle peut engendrer. Les 3 squelettes de jeunes filles anonymes des années 1920 et 1930, premières victimes du vieux manoir et source d'inspiration morbide pour Thorne, furent également enterrées dans un cimetière local. C'était un hommage aux âmes anonymes oubliées dans la sombre histoire de la ville. David et Sarah se rendaient fréquemment dans cette simple fosse commune, portant des lys blancs, symbole de la pureté profanée et désormais libérée. Alice, Bethany et Catherine entamaient le voyage le plus long et le plus difficile de leur vie, celui de la guérison. Après 20 ans d'enfermement dans l'obscurité, le monde extérieur les bouleversait. Alice, la plus résistante, bien qu'elle ait encore du mal à parler, ses cordes vocales étaient gravement endommagées par le manque d'usage, avait appris à communiquer par des gestes et des dessins simples. Elle dessinait beaucoup, non plus des images effrayantes, mais des fleurs et des scènes lumineuses qu'elle imaginait, exprimant une âme qui retrouvait la beauté de la vie. Bethany, la plus faible, avait au départ une peur intense de la lumière et des grands espaces. Elle souffrait d'anxiété et d'une grave dépression, et faisait souvent des cauchemars. Mais avec le temps, grâce à la patience de ses médecins, au soutien constant d'Alice et de Catherine et à des séances intensives de thérapie psychologique, elle a progressivement retrouvé une part d'elle-même et appris à faire confiance au monde extérieur. Catherine, d'abord la moins interactive, a progressivement manifesté une passion particulière pour la musique. Attirée par les mélodies simples, elle passait souvent des heures à écouter la radio, fredonnant parfois des notes incompréhensibles, cherchant à apaiser son âme par le son. David et Sarah ont vendu la maison du 1324 Willow Street. Bien que cette affaire leur ait valu des expériences horribles et traumatisantes, elle les a également rapprochés, les aidant à comprendre le véritable sens de la restauration non seulement de vieux murs, mais aussi des âmes blessées. Le produit de la vente de la maison, déduction faite des frais nécessaires, a été utilisé en partie pour soutenir des centres d'accueil pour les victimes de violences et les enfants disparus, des lieux sur lesquels David et Sarah avaient mené des recherches approfondies. David a poursuivi son travail d'architecte, mais s'est davantage intéressé à la conception d'espaces sûrs, emplis de lumière et d'espoir, pour ceux qui avaient été blessés. Sarah a continué d'enseigner l'histoire, mais elle a ajouté à ses cours des récits de résilience humaine, de secrets enfouis et l'importance de ne jamais les oublier pour que la voix du passé ne s'éteigne jamais. De nombreuses années passèrent. Alice, Bethany et Catherine se réintégrèrent progressivement à la société. Ce processus ne fut pas facile et laissa des cicatrices indélébiles dans leurs âmes, mais elles avaient une nouvelle vie, la liberté et un entourage aimant. Elles n'oublièrent jamais complètement le passé, mais elles apprirent à vivre avec, transformant la douleur en force. Un soir, David et Sarah lisaient dans leur nouvelle maison, une maison moderne, baignée de lumière naturelle et pleine de rire, aux antipodes de l'ancien manoir, savourant le calme et la chaleur qu'ils y avaient trouvés. Soudain, un bruit retentit quelque part dans la maison, toc, toc, toc. David et Sarah se regardèrent, leurs cœurs s'arrêtèrent un instant. Ce n'était pas le bruit obsessionnel des coups sur le vieux mur, cette fois, c'était le bruit de la porte. Ils regardèrent par la fenêtre et virent Alice debout, un sourire radieux, tapotant doucement le cadre en bois. À ses côtés se trouvaient Bethany et Catherine, chacune portant un bouquet de lys blanc, fleurs symbolisant la pureté libérée. David et Sarah souriaient, le martèlement du passé, autrefois signe de désespoir et d'horreur, s'était transformé en celui de l'espoir, d'une vie nouvelle et d'âme enfin libérée. Si cette histoire vous a fait prendre un instant pour écouter, ressentir, ou simplement respirer plus lentement, partagez-la avec un ami sur WhatsApp. Qui sait? Peut-être est-ce quelqu'un qui cherche un morceau de son passé. Qui sait? Peut-être a-t-il cru être oublié, ou peut-être a-t-il simplement besoin qu'on lui rappelle que toute douleur n'est pas vaine. Si nous osons l'affronter, nous ne pouvons ramener personne dans le passé, mais nous pouvons raconter l'histoire ensemble afin que personne ne disparaisse dans le silence. Partagez cette histoire avec quelqu'un, qui sait, quelque part,
Quelqu'un en aura besoin au bon moment.